Saga Egmont présente Donjons et Dragons, Terre Promise, tome 3 de la trilogie de l'Elfe Noir, La Légende de Drizzt, de R.A. Salvatore, lu par Julien Dutel. Il est temps pour moi d'exprimer ma reconnaissance envers les deux personnes qui ont cru en moi et dont l'influence créatrice m'a aidé à concrétiser la légende de Drizzt. Je dédicace Terre Promise à Marie Kirchhoff et J. Eric Severson, mes éditeurs et amis, avec tous mes remerciements. Prélude. L'elfe noir s'assit sur le flanc désolé de la montagne, regardant anxieusement le liseré rouge qui s'épaississait au-dessus de l'horizon oriental. C'était peut-être la 100e aube de sa vie, et il connaissait bien la brûlure que cette lumière cuisante allait infliger à ses yeux couleur lavande. Des yeux qui n'avaient connu que l'obscurité de l'outre-terre pendant plus de 40 ans. Pourtant, le drô ne les détourna pas quand les premiers rayons du soleil franchirent l'horizon. Il acceptait la lumière comme son propre purgatoire, une douleur nécessaire pour suivre le chemin qu'il s'était choisi, pour devenir une créature du monde de la surface. Une fumée grise apparut devant son visage sombre. Il savait ce que cela signifiait sans avoir besoin de baisser les yeux. Son piwafoui, sa cape magique de fabrication drô, qu'il avait tant de fois protégé des yeux perçants de son ennemi en outre-terre, avait fini par succomber à la lumière. La magie de la cape avait commencé à s'amenuiser 10 jours auparavant, et le tissu lui-même était en train de se désagréger. De larges trous apparaissaient, tandis que des pans entiers de la cape se dissolvaient, et le drô la serra étroitement contre lui pour en sauver ce qu'il pouvait. Cela ne ferait aucune différence. Il le savait bien. La cape était destinée à disparaître dans ce monde si différent de celui dans lequel elle avait été créée. Le drô s'y accrochait désespérément, y voyant d'une certaine façon une analogie avec son propre destin. Le soleil continua à s'élever dans le ciel, et le drô plissa les yeux. Des larmes en coulèrent. Il ne pouvait plus voir la fumée désormais. Il ne voyait plus rien, à part la lueur aveuglante de cette terrible boule de feu. Il s'assit, immobile, et regarda l'aube poindre du début à la fin. Pour survivre, il devait s'adapter. Il pressa douloureusement son orteil contre une pointe du roc et il détourna son attention de ses yeux, de ce vertige qui menaçait de l'envahir. Il pensa à ses bottes tressées, dont la finesse était devenue critique, et il sut qu'elles aussi allaient bientôt disparaître dans le néant. Puis peut-être serait-ce le tour de ces cimmetières. Est-ce que ces armes magnifiques, typiques des drô, qu'il avait soutenues à travers tant d'épreuves, allaient disparaître ? Quel destin attendait Gwenhwyvar, sa compagne, la panthère magique ? Inconsciemment, le drô passa la main dans sa poche pour sentir la merveilleuse figurine, si parfaite jusqu'au plus petit détail, qu'il utilisait pour invoquer le fauve. Sa solidité le rassura dans ce moment de doute. Mais elle aussi avait été ensorcelée par les elfes noirs, qui y avaient insufflé la magie si particulière imprégnant leur terre. Gwenhwyvar était-elle aussi sur le point de disparaître ? Quelle créature pitoyable je vais devenir, se lamenta le drô dans sa langue natale. Il s'interrogea, ni pour la première fois, ni pour la dernière, sur la sagesse de sa décision de quitter l'outre-terre, d'abandonner le monde de sa maléfique engeance. Le sang battait à ses tempes, de la sueur coulait dans ses yeux, avivant la brûlure du soleil. Celui-ci poursuivait son ascension, et le drô ne pouvait plus le supporter. Il se leva et se retourna vers la petite grotte qu'il s'était choisie comme demeure, avant de reposer négligemment la main sur la figurine de la panthère. Son piwafoui tombait en lambeaux autour de lui, maigre protection contre la morsure glaciale du vent des montagnes. Il n'y avait pas de vent en outre-terre, si ce n'étaient de légères émanations gazeuses qui s'élevaient à la surface des étendues de magma, et rien d'aussi froid, excepté le toucher glacial d'un monstre mort-vivant. Le monde de la surface, que le drô connaissait maintenant depuis plusieurs mois, lui avait présenté plusieurs visages très différents, des plus variables, trop variables pensait-il souvent.
Drist de Hourden ne se rendrait pas. L'Outre-Terre était le monde de sa race, de sa famille, et dans cette noirceur, il ne trouverait pas la paix. Pour rester en accord avec ses principes, il s'était élevé contre Lols, la reine araignée, la divinité diabolique que son peuple vénérait plus que la vie elle-même. Les elfes noirs, y compris les membres de sa propre famille, ne lui pardonneraient jamais son blasphème, et l'Outre-Terre n'avait pas de gouffre assez profond pour se terrer hors de leur atteinte. Même si Drist pensait que le soleil allait le consumer, comme il avait consumé ses bottes et son précieux piwafoui, même s'il ne devenait rien d'autre qu'une fumée grise et sans substance se dissipant dans la froide brise montagnarde, il conserverait ses principes et sa dignité, ces éléments qui donnaient un sens à sa vie. Drist enleva les restes de sa cape et les jeta dans un gouffre profond. Le vent glacé mordait son front perlé de sueur, mais le drô marchait droit et fier, la mâchoire ferme et ses yeux couleur lavande grands ouverts. C'était le destin qu'il s'était choisi. Non loin, au flanc d'une autre montagne, une autre créature contemplait le soleil levant. Ulgulu, tout comme Drist, avait laissé derrière lui son monde natal, les rifts fumeux et méphitiques qui caractérisaient le plan de GN. Mais le monstre n'était pas venu de son plein gré. C'était le destin d'Ulgulu, sa pénitence, que de grandir dans cet autre monde jusqu'à ce qu'il gagne suffisamment en puissance pour retourner chez lui. Le seul but d'Ulgulu était le meurtre. Il se nourrissait de la force de vie des faibles mortels qui l'entouraient. Il était maintenant sur le point d'atteindre sa maturité, immense, fort et terrible. Chaque tuerie augmentait sa puissance. Première partie. Le lever du soleil. Il a brûlé mes yeux et tourmenté chaque partie de mon corps. Il a détruit mon piwafoui et mes bottes, volé la magie de mon armure, et il a affaibli mes fidèles cimeterres. Pourtant, tous les jours, sans faillir, j'étais là, assis sur mon perchoir, mon siège du jugement dernier, pour attendre son arrivée, pour attendre le lever du soleil. Il venait à moi tous les jours, toujours paradoxal. Sa brûlure ne pouvait être niée, mais je ne pouvais pas non plus nier la beauté du spectacle. Les couleurs qui précédaient l'arrivée imminente du soleil touchaient mon âme d'une façon inédite, un sentiment qui n'avait jamais été suscité par les émanations de chaleur de l'Outre-Terre. Au début, j'ai pensé que ma fascination était due à l'étrangeté de la scène. Mais même maintenant, de nombreuses années plus tard, je sens mon cœur se serrer devant l'éclairage subtil qui annonce l'aube. Je sais maintenant que le temps que j'ai passé au soleil, ma pénitence journalière, était plus qu'un simple désir d'adaptation aux usages du monde de la surface. Le soleil était devenu le symbole de la différence entre l'Outre-Terre et ma nouvelle terre d'accueil. La société dont je m'étais enfui, un monde de manœuvres secrètes, de conspirations et de traîtrises, ne pouvait pas exister sous la lumière du soleil, dans ces espaces ouverts. Ce soleil, par la douleur physique qu'il m'infligeait, avait fini par représenter mon déni de cet autre monde plus sombre. Ces rayons de lumière révélateurs renforçaient mes principes aussi sûrement qu'ils affaiblissaient les objets magiques fabriqués par les drôs. Sous la lumière du soleil, mon piwafoui, la cape bouclier qui se jouait de la vue la plus perçante, l'uniforme des voleurs et des assassins, était devenu un simple haillon en lambeaux, sans valeur. Drist de Hourden. Chapitre 1. Des leçons poignantes. Drist rampa au-delà du rideau d'arbustes, au-dessus de la pierre plate et nue menant à la grotte qui lui tenait pour l'instant lieu de demeure. Il savait que quelque chose était passé par là récemment, très récemment. Il n'y avait aucune trace visible, mais une forte odeur. Gwenhwyvar tournait en rond sur les rochers qui surplombaient la grotte à flanc de colline. Le fait de contempler sa panthère était pour le drô d'un réconfort certain. Drist en était venu à accorder une confiance aveugle à Gwenhwyvar.
et il savait que le fauve débusquerait tout ennemi tapi en embuscade. Drist disparut dans l'ouverture sombre et sourit en entendant la panthère descendre à sa suite pour veiller sur lui. Drist s'arrêta derrière une pierre, dans l'entrée de la grotte, laissant à ses yeux le temps de s'habituer à la pénombre. Le soleil brillait encore avec vigueur, même s'il déclinait rapidement vers l'ouest. Mais la grotte était bien plus sombre, suffisamment sombre pour que Drist laisse ses yeux passer en vision infrarouge. Une fois la mise au point effectuée, Drist localisa l'intrus. Derrière un rocher, au fond de la pièce unique de la grotte, émanait une lueur claire, la source de chaleur d'une créature vivante. Drist se détendit considérablement. Gwenhwyvar n'était plus qu'à quelques pas derrière lui maintenant, et à en juger par la taille du rocher qui le dissimulait, l'intrus ne pouvait pas être une bien grosse bête. Cependant, Drist avait été élevé en outre-terre, où toutes les créatures vivantes, quelle que soit leur taille, étaient respectées et considérées comme potentiellement dangereuses. Il fit signe à Gwenhwyvar de rester en position près de la sortie et rampa autour du rocher pour avoir un meilleur angle de vue sur l'intrus. Drist n'avait jamais vu un tel animal. Il ressemblait presque à un chat, mais sa tête était beaucoup plus petite et son museau plus fin. Le tout ne devait pas peser plus de quelques livres, ce qui laissait supposer, tout comme la queue touffue de la créature et sa fourrure épaisse, qu'il s'agissait plus probablement d'un fouineur que d'un prédateur. Le petit animal fouillait maintenant dans un sac de nourriture, n'ayant apparemment pas remarqué la présence du drô. « Reste calme, Gwenhwyvar », lui souffla doucement Drist, en glissant ses cimeterres dans leurs fourreaux. Il avança d'un pas vers l'intrus pour mieux le voir, tout en gardant une distance prudente pour éviter de le surprendre. Il se dit que si seulement il pouvait gagner la confiance du petit animal, il aurait peut-être un autre compagnon. Celui-ci fit volte-face en entendant Drist approcher. Il agita ses courtes pattes avant avec affolement, puis recula jusqu'au mur. « Reste calme, » dit doucement Drist à l'intrus. « Je ne vais pas te faire de mal. » Drist fit un autre pas. La créature se mit à siffler et pivota sur elle-même, ses petites pattes postérieures martelant le sol. Drist faillit rire tout haut, pensant que la créature tentait de se frayer un chemin à travers la paroi du fond de la grotte. Soudain, Gwenhwyvar bondit et devant la détresse évidente de la panthère, l'hilarité du drô s'évanouit. Le petit animal releva la queue. Drist remarqua dans la faible lumière les rayures caractéristiques sur son dos. Gwenhwyvar gémit et se détourna pour s'enfuir, mais il était trop tard. À peu près 1 heure plus tard, Drist et Gwenhwyvar parcouraient les sentiers au pied de la montagne à la recherche d'un nouveau domicile. Ils avaient sauvé ce qu'ils pouvaient, même si ce n'était pas grand-chose. Gwenhwyvar cheminait aux côtés de Drist, mais à bonne distance. Leur proximité ne faisait qu'empirer la puanteur. Drist en prenait son parti, bien que la pestilence de son propre corps rende la leçon un brin plus efficace qu'il l'aurait souhaité. Il ne connaissait bien évidemment pas le nom du petit animal, mais il se souviendrait de son apparence. Il serait plus prudent la prochaine fois qu'il rencontrerait une moufette. « Et qu'en est-il de mes autres compagnons dans ce monde étrange ?» murmura le drô pour lui-même. Ce n'était pas la première fois qu'il exprimait à voix haute de telles préoccupations. Il ne connaissait pas grand-chose du monde de la surface, et encore moins des créatures qui y vivaient. Il avait passé des mois entiers à l'intérieur ou à proximité de sa grotte, ses incursions vers les régions plus basses et plus peuplées restant occasionnelles. Là, durant ses explorations, il avait observé des animaux, généralement à bonne distance, et même des humains. Toutefois, il n'avait pas encore trouvé le courage de sortir de sa cachette pour saluer ses voisins, craignant d'être rejeté et sachant qu'il n'avait nulle part où s'enfuir. Le bruissement d'un cours d'eau mena le drô et la panthère à l'odeur nauséabonde jusqu'à un ruisseau au courant rapide. Drist trouva immédiatement une ombre protectrice et commença à retirer son armure et ses habits, tandis que Gwenhwyvar se déplaçait en aval pour attaquer la pêche. Le bruit de la panthère furetant dans l'eau
amena un sourire sur les traits sévères du drô. Il mangerait bien ce soir. Avec précaution, Drist défit la boucle de son ceinturon et posa ses armes ensorcelées devant sa cotte de mailles. En vérité, il se sentait vulnérable sans son armure et sans ses armes. Il ne les aurait jamais laissées aussi loin de sa portée en outre-terre, mais plusieurs mois s'étaient écoulés depuis la dernière fois que Drist en avait eu besoin. Il regarda ses cimetères et fut envahi par les souvenirs doux amers de la dernière fois qu'il s'en était servi. Il s'était battu contre Zaknafein, son père, son mentor et son ami le plus cher. Seul Drist avait survécu à l'affrontement. Le légendaire maître d'armes n'était plus désormais, mais la victoire dans cette bataille lui revenait tout autant qu'à Drist, car ce n'était pas vraiment Zaknafein qui avait poursuivi son fils jusqu'aux passerelles qui surplombaient le lac d'acide de cette caverne. C'était plutôt l'âme en peine de Zaknafein, sous le contrôle de la maléfique mère de Drist, Matrone Malice. Elle avait cherché à se venger de son fils, de ses accusations envers Lols et envers la société chaotique des Drow en général. Drist avait passé plus de 30 ans à Menzoberranzan, mais il n'avait jamais accepté les coutumes malveillantes et cruelles en vigueur dans la ville Drow. Il avait été une source permanente d'embarras pour la maison d'O'Urden, malgré son incontestable talent pour le maniement des armes. Quand il s'était enfui de la ville pour vivre une vie d'exil dans les contrées sauvages de l'Outre-Terre, il avait fait perdre à sa haute prêtresse de mer les faveurs de Lols. Alors, Matrone Malice d'O'Urden avait invoqué l'esprit de Zaknafein, le maître d'armes qu'elle avait sacrifié à Lols, et elle avait envoyé le mort-vivant à la poursuite de son fils. Pourtant, Malice n'avait pas prévu que l'âme de Zak serait encore assez forte pour réfréner son corps durant l'attaque contre Drist. À la seconde où Zak avait réussi à s'arracher au contrôle de la matrone, il avait poussé un cri de triomphe et s'était jeté dans le lac d'acide. « Mon père » murmura Drist, puisant de la force dans ses simples mots. Il avait réussi là où Zaknafein avait échoué. Il avait laissé derrière lui les coutumes maléfiques des Drow, alors que Zaknafein en avait été prisonnier pendant des siècles. Un simple pion dans les jeux de pouvoir de Matrone Malice. C'était dans la défaillance et dans l'ultime sacrifice de Zaknafein que le jeune Drist avait trouvé sa force. C'était dans la victoire de son père sur lui-même, dans la caverne aux acides, que Drist avait trouvé sa détermination. Il avait méprisé le tissu de mensonges que ses anciens professeurs de l'académie de Menzoberranzan avaient tenté de tisser sous ses yeux, et il était monté à la surface pour commencer une nouvelle vie. Drist frissonna quand il fit son premier pas dans le ruisseau glacé. En outre-terre, il n'avait connu que des températures constantes et une obscurité permanente. Mais à la surface, le monde le surprenait à chaque instant. Déjà, il avait remarqué que les jours et les nuits n'étaient pas de durée constante. Le soleil se levait de plus en plus tôt et les températures, changeant d'heure en heure à ce qu'il semblait, chutaient régulièrement depuis une dizaine de jours. Mais au sein même de ces périodes de lumière et d'obscurité, il y avait des incohérences. Certaines nuits recevaient la visite d'une sphère à l'allure argentée, et certains jours un voile gris remplaçait le dôme bleu et brillant du ciel. En dépit de tout cela, Drist était le plus souvent satisfait de sa décision de venir vivre dans ce monde inconnu. En contemplant ses armes et son armure, posées dans l'ombre à près de 4 mètres de l'endroit où il se baignait, Drist dut reconnaître que le monde de la surface, si étrange qu'il puisse être, avait plus de paix à offrir que n'importe quel recoin de l'outre-terre. Drist restait tout de même sur le qui-vive malgré son calme. Il avait passé 4 mois à la surface, toujours solitaire, sauf quand il était capable d'invoquer son compagnon félin magique. Désormais entièrement dévêtu, à l'exception de son pantalon en lambeaux, les yeux piquants encore à cause de la puanteur dégagée par la moufette, son odorat rendu inactif par les relents âcres qu'il exhalait et son ouïe surdéveloppée atténuée par le vacarme de l'eau, le Drow se sentait en effet vulnérable. « Je dois vraiment être dans un sale état », songea Drist, passant rudement ses doigts minces à travers la masse emmêlée de ses épais cheveux blancs.
Mais quand il jeta un autre coup d'œil vers son équipement, cette pensée s'évanouit en un éclair. 5 silhouettes grossières se tenaient au-dessus de ses affaires, se souciant assurément assez peu de l'apparence loqueteuse de l'elfe noir. Drist observa la peau grisâtre et les museaux noirs de ces humanoïdes à tête de chien qui dépassaient les 2 mètres. Mais son attention était surtout fixée sur les lances et les épées qu'il pointait maintenant vers lui. Il connaissait ce type de monstre. Il avait déjà vu des créatures similaires parmi les esclaves de Menzoberranzan. Dans la situation présente, cependant, les gnolls lui semblaient différents, bien plus inquiétants que dans son souvenir. Il pensa un bref instant à se ruer sur ces cimmetières, mais abandonna cette idée, sachant qu'une lance le transpercerait avant même qu'il s'en soit approché. Le plus grand des membres de la bande de gnolls, un géant qui devait bien faire 2,50 m avec des cheveux d'un roux flamboyant, observa Drist pendant un long moment. Puis il jeta un coup d'œil à l'équipement du drô avant de reporter son regard sur lui. « Qu'es-tu en train de penser ?» murmura Drist dans un souffle. Il en savait vraiment très peu sur les gnolls. À l'académie de Menzoberranzan, on lui avait appris qu'ils appartenaient à une race apparentée aux gobelins, malfaisante, imprévisible et plutôt dangereuse. Cela dit, on lui avait appris la même chose à propos des elfes de la surface et des humains, ainsi que, il en prenait conscience à l'instant, de presque toutes les races à l'exception des drôs. Drist faillit éclater de rire malgré sa situation délicate. Ironiquement, la race qui méritait le plus cette réputation d'imprévisibilité maléfique était justement celle des drôs. Les gnolls restèrent immobiles sans lui dire un mot. Drist comprenait leur hésitation à la vue d'un elfe noir. Et il savait qu'il devait profiter de cette peur instinctive s'il voulait avoir la moindre chance de s'en sortir. Mobilisant les capacités de son héritage magique, Drist agita sa main noire et cerna les 5 gnolls d'inoffensives flammes aux lueurs violettes. Une des bêtes se plaqua immédiatement au sol comme l'espérait l'elfe, mais les autres se figèrent quand leur chef, plus expérimenté, leur fit un geste de la main. Ils regardaient autour d'eux avec nervosité, ayant l'air de se demander s'il était sage de prolonger cette entrevue. Leur chef, en revanche, avait déjà eu affaire à des feux féeriques bénins auparavant lors d'une bataille avec un infortuné rôdeur, maintenant décédé, et il savait ce qu'il en était. Drist contracta ses muscles dans l'expectative en tentant de déterminer son prochain mouvement. Le chef des gnolls reporta son attention sur ses compagnons, comme s'il essayait d'évaluer la façon dont ils étaient entourés par les flammes dansantes. À en juger par la qualité du sort, ce n'était pas un quelconque paysan drô debout devant lui dans ce ruisseau. Du moins, c'était ce que Drist espérait qu'il pense. L'elfe noir se détendit un peu quand le chef baissa sa lance et fit signe aux autres de l'imiter. Le gnoll aboya ensuite une suite de mots incompréhensibles, un véritable charabia pour le drô. Devant la confusion visible de Drist, le gnoll commença à s'exprimer dans la langue gutturale des gobelins. L'elfe comprenait ce langage, mais le dialecte du gnoll était si étrange qu'il ne parvint à déchiffrer que quelques mots, parmi lesquels « ami » et « chef ». Prudemment, Drist avança d'un pas vers la bande. Les gnolls s'écartèrent, lui ouvrant un chemin vers ses affaires. Drist fit un autre pas hésitant, puis se sentit plus à l'aise quand il remarqua une sombre forme noire tapie dans les buissons à une courte distance. Sur son ordre, Gwenhwyvar s'abattrait sur la bande de gnolls d'un seul bond. « Toi et moi marcher ensemble ?» demanda Drist au meneur des gnolls, utilisant la langue des gobelins et en essayant d'imiter le dialecte des créatures. Le gnoll répondit dans un beuglement rapide, et la seule chose que Drist crut comprendre fut le dernier mot de la question. « Allié !» L'elfe hocha la tête lentement, espérant avoir bien saisi les intentions de la créature. « Allié !» grogna le gnoll d'une voix rauque. Et tous ses compagnons se mirent à sourire et à rire de soulagement en se donnant des tapes dans le dos. Drist en profita pour rejoindre ses affaires et sangla immédiatement ses cimmetières.
Voyant que les gnolls étaient distraits, il jeta un coup d'œil à Gwenhwyvar et lui désigna de la tête le haut surplomb plus loin sur le sentier. Rapide et silencieuse, la panthère changea de position. Drizzt pensait qu'il était inutile de révéler tous ses secrets, pas avant de connaître les intentions véritables de ses nouveaux compagnons. Drizzt suivit les gnolls sur les sentiers sinueux le long des cols les plus bas de la montagne. Les gnolls restaient à distance du drô, ce qui pouvait être pris pour une marque de respect accordée à sa personne et à la réputation de son engeance, ou qui pouvait être dû à une toute autre raison dont Drizzt n'avait pas connaissance. Il estima plus probable qu'ils gardaient leur distance simplement à cause de son odeur, à peine atténuée par le bain. Le chef des gnolls lui adressait régulièrement la parole, ponctuant ses propos agités de clins d'œil narquois ou de vifs frottements de ses mains épaisses et grasses. Drizzt n'avait aucune idée de ce dont le gnoll pouvait bien parler, mais il présumait, au claquement de lèvres enthousiaste de la créature, que celle-ci le menait vers une sorte de festin. Drizzt devina bientôt la destination de leur groupe, car depuis les sommets plus élevés de la montagne, il avait souvent observé les lumières d'une petite communauté humaine de fermiers qui vivaient dans la vallée. Drizzt ne pouvait que faire des conjectures sur les relations entre les gnolls et les fermiers, mais il pressentait qu'elles n'avaient rien d'amical. À l'approche du village, les gnolls se mirent en position d'attaque et commencèrent à se mouvoir furtivement, se cachant derrière les buissons et restant dans l'ombre autant que possible. Le jour était presque tombé quand la petite troupe, contournant le centre du village, se dirigea vers une petite ferme isolée, un peu plus bas vers l'ouest. Articulant lentement chacun de ces mots pour que le drô le comprenne bien, le chef des gnolls murmura à Drizzt. « Une famille, 3 hommes, 2 femmes. »« Une jeune femme » ajouta un autre gnoll avec avidité. Le chef des gnolls émit un grognement féroce. « Et 3 jeunes mâles » conclut-il. Drizzt pensait connaître désormais le but de l'expédition, et l'expression surprise et dubitative qui apparut alors sur son visage incita le gnoll à le lui confirmer de façon explicite. « Ennemi » déclara le meneur. Pour Drizzt, qui ne connaissait à peu près rien des 2 races, c'était un vrai dilemme. Le gnoll était malfaisant, cela au moins était clair, et ils avaient l'intention de faire une descente sur la ferme dès la nuit tombée. Drizzt n'avait aucune intention de se joindre à eux dans cette bataille tant qu'il n'aurait pas plus d'informations quant à la nature de leur conflit. « Ennemi » demanda-t-il. Le meneur des gnolls fronça les sourcils, apparemment consterné. Il débita un flot de charabia au milieu duquel Drizzt crut comprendre « humain, chétif, esclave ». Tous les gnolls sentirent le soudain malaise de l'elfe et ils commencèrent à tripoter leurs armes en échangeant des regards nerveux. « 3 hommes, dit Drizzt. Le gnoll piqua sauvagement le sol de sa lance. « Tu es plus vieux, attrapez 2 autres. » « Femme ?» Le sourire mauvais qui s'élargit sur le visage du gnoll répondit à la question sans l'ombre d'une ambiguïté, et Drizzt commença à comprendre dans quel camp il se trouvait. « Et les enfants ?» dit-il en regardant le gnoll droit dans les yeux, détachant chaque mot. Il ne pouvait y avoir de malentendu. Sa dernière question était décisive. Car si Drizzt pouvait accepter la sauvagerie face à des ennemis mortels, il ne pourrait jamais oublier le jour où il avait lui-même participé à l'un de ces raids. Il avait sauvé une petite elfe à cette occasion, cachant l'enfant sous le corps de sa mère pour lui permettre d'échapper au courroux de ses congénères. De toutes les horreurs auxquelles Drizzt avait jamais été confronté, le massacre d'enfants avait été la pire. Le gnoll enfonça sa lance dans le sol, ses traits canins déformés par une joie perverse. « Je ne crois pas, non, » dit simplement Drizzt, des flammes s'allumant dans ses yeux couleur lavande. Les gnolls remarquèrent alors que ses cimetères étaient apparus dans ses mains comme par magie. Le museau du gnoll se plissa de nouveau, de perplexité cette fois,
Il essaya de relever sa lance pour se protéger, ne sachant pas quelle serait la réaction de cet étrange drô. Mais il était déjà trop tard. L'assaut de Drizzt fut trop rapide. Avant même que le bout de la lance du gnoll ait remué, le drô se rua vers lui, ses cimeterres pointés. Les 4 autres gnolls restèrent figés par la surprise, tandis que les lames de Drizzt frappèrent par 2 fois, tranchant la gorge de leur puissant chef. Le gnoll géant tomba silencieusement en arrière, en agrippant inutilement son cou de ses 2 mains. Le premier à réagir fut un gnoll qui se tenait à côté de l'elfe noir. Il leva sa lance et chargea Drizzt. Le drô agile esquiva aisément l'attaque, mais prit garde à ne pas ralentir l'élan du gnoll. Comme l'immense créature le dépassait, Drizzt roula derrière lui et lui donna un coup de pied dans les chevilles. Déséquilibré, le gnoll tituba et plongea profondément sa lance dans la poitrine d'un de ses compagnons abasourdis. La créature tira sur l'arme pour la retirer, mais celle-ci était bien enfoncée et sa pointe barbelée accrochée à la colonne vertébrale du pauvre gnoll transpercé. Il n'avait cure de son compagnon mourant. La seule chose qui l'intéressait, c'était son arme. Il la tirait, la tournait en tous sens, lançant des imprécations et crachant sur le visage supplicié de son compagnon, jusqu'à ce qu'un cimeterre s'enfonce dans son crâne. Un autre gnoll, voyant le drô occupé ailleurs et trouvant plus sage d'attaquer son ennemi depuis une bonne distance, leva sa lance pour la projeter. Son bras s'éleva dans les airs, mais avant même qu'il ait le temps de propulser son arme, Gwenhwyvar lui avait sauté dessus. Le gnoll et la panthère culbutèrent ensemble. Le gnoll frappait de ses poings puissants le flanc musclé du félin, mais les griffes de Gwenhwyvar qui le labouraient étaient de loin plus efficaces. Dans les quelques secondes qu'il fallut à Drizzt pour se détourner des 3 gnolls morts à ses pieds, le 4e de la bande avait trouvé la mort sous l'assaut de la grande panthère. Le 5e s'était enfui. Gwenhwyvar s'arracha de l'étreinte tenace du gnoll mort. Les muscles luisants du fauve roulaient avec nervosité, dans l'attente de l'ordre à venir. Drizzt examina le carnage autour de lui, le sang sur ses cimeterres et les horribles expressions sur les visages des morts. Il tenait à en rester là, comprenant qu'il s'était impliqué dans une histoire qui le dépassait, qu'il avait croisé le chemin de 2 races dont il ne savait pas grand-chose. Après un moment de réflexion pourtant, la seule image qui s'imposa à son esprit fut la jubilation du chef des gnolls à l'idée de massacrer des enfants. L'enjeu était trop important. Drizzt se tourna vers Gwenhwyvar. Sa voix était plus déterminée que résignée. « Va le chercher !» Le gnoll gravissait péniblement la piste, jetant des regards furtifs à la ronde, imaginant des formes noires derrière chaque arbre ou rocher. « Drô !» répétait-il encore et encore d'une voix rauque, utilisant ce mot comme un encouragement pendant sa fuite. « Drô ! Drô !» Soufflant et haletant, le gnoll atteignit un taillis qui s'étendait entre 2 murs de roches nues et abruptes. Il trébucha sur un tronc couché, glissa et se meurtrit les côtes sur l'arête d'un rocher couvert de mousse. Ce n'étaient sûrement pas ces douleurs minimes qui allaient stopper la créature effrayée. Le gnoll se savait poursuivi. Il sentait une présence qui se glissait entre les ombres à la limite de son champ de vision. Comme il atteignait l'extrémité du taillis qui rendait plus obscure la pénombre du crépuscule, le gnoll repéra 2 yeux jaunes et scintillants qui lui rendaient son regard. Il avait vu son compagnon mis en pièces par la panthère et pouvait imaginer ce qui se tenait en travers de son chemin. Les gnolls étaient des monstres couards, mais ils pouvaient se battre avec une étonnante ténacité quand ils étaient acculés, ce qui était le cas à présent. Comprenant qu'il n'avait aucun moyen de s'échapper, il ne pouvait certainement pas revenir sur ses pas dans la direction de l'elfe noir, le gnoll poussa un grognement et leva sa lourde lance. Il entendit un souffle, un bruit sourd et un cri de douleur perçant quand sa lance atteignit sa cible. Les yeux jaunes disparurent un instant, puis une forme noire détala derrière un arbre. Elle se déplaçait au ras du sol comme un chat, mais le gnoll prit conscience à cet instant que sa proie n'était pas une panthère. Quand l'animal blessé atteignit l'arbre, il regarda derrière lui et le gnoll le reconnut sans hésitation. « Raton laveur !»
laissa échapper le gnoll avant d'éclater de rire. « Je fuis devant un raton laveur !» Le gnoll secoua la tête et calma son hilarité avec une profonde expiration. La vue du raton laveur l'avait soulagé d'une certaine façon, mais le gnoll ne pouvait oublier ce qui était arrivé là-bas, à l'autre bout du chemin. Il devait retourner dans sa tanière pour faire son rapport sur le drô au gobelin géant, Ulgulu, son maître, son dieu. Il fit un pas pour reprendre sa lance, puis s'arrêta brusquement, percevant un mouvement derrière lui. Lentement, le gnoll tourna la tête. Il ne voyait que sa propre épaule et le rocher recouvert de mousse en arrière-plan. Le gnoll s'immobilisa. Rien ne bougeait derrière lui. Aucun bruit n'émanait du taillis. Mais la bête savait que quelque chose s'y trouvait. Sa respiration s'accéléra en une suite de grognements rapides. Ses gros poings se serrèrent, puis s'ouvrirent à hauteur de ses flancs. Le gnoll se retourna et rugit. Mais son cri de rage devint un cri de terreur quand les 270 kilos de la panthère lui tombèrent dessus du haut d'une branche. L'impact aplatit le gnoll par terre, mais ce n'était pas une faible créature. Ignorant la douleur cuisante provoquée par les griffes cruelles de la panthère, le gnoll attrapa la tête de Gwenhwyvar, la maintenant désespérément éloignée de sa gorge pour empêcher la gueule mortelle de trouver une prise. Pendant presque 1 minute, le gnoll se débattit, ses bras tremblants sous la pression exercée par les muscles puissants du cou de la panthère. La tête de Gwenhwyvar s'abaissa et elle trouva une prise. Ses dents immenses se refermèrent sur le cou du gnoll et étouffèrent la créature condamnée. Le gnoll s'agitait dans tous les sens et se débattait violemment. Il réussit finalement à renverser la panthère et à s'allonger sur elle. Gwenhwyvar maintint sa prise, sereinement, comme un étau. Sa gueule serrait fermement. Au bout de quelques minutes, le gnoll cessa de se débattre. Chapitre 2. Question de conscience. Drist laissa ses yeux passer en infravision, une vision nocturne qui lui permettait de discerner les variations de chaleur aussi clairement que les objets qu'il voyait en pleine lumière. Il pouvait maintenant percevoir la chaleur du sang frais, qui faisait briller ces cimeterres d'un éclat vif, et les corps tordus des gnolls qui répandaient leur chaleur dans l'air. Drist essaya de regarder ailleurs, d'observer le sentier sur lequel Gwenhwyvar était parti à la poursuite du 5e gnoll, mais chaque fois son regard retombait sur les gnolls morts et sur le sang qui maculait ses armes. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» se demanda Drist à haute voix. Franchement, il n'en savait rien. Les gnolls avaient parlé de massacrer des enfants, une pensée qui avait provoqué la fureur de Drist. Mais que savait-il au fond du conflit entre les gnolls et les humains du village ? Est-ce que les humains, les enfants humains même, pouvaient être des monstres ? Peut-être avait-il fait un raid sur le village des gnolls et tué sans merci. Peut-être les gnolls voulaient-ils riposter parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils devaient bien se défendre. Drist s'éloigna de la scène du carnage à la recherche de Gwenhwyvar, espérant pouvoir la trouver avant que le 5e gnoll soit mort. S'il pouvait le retrouver et le capturer, il pourrait peut-être aussi trouver quelques-unes des réponses dont il avait si désespérément besoin. Il avançait d'une foulée rapide et gracieuse, produisant à peine un bruissement alors qu'il se glissait à travers les buissons le long du sentier. Il retrouva facilement les signes du passage du gnoll et vit à sa grande frayeur que Gwenhwyvar avait également découvert cette piste. Quand il arriva enfin à proximité du taillis, il pressentit que ses recherches touchaient à leur fin. Cependant, son cœur se serra quand il vit le fauve penché au-dessus de sa dernière proie. Gwenhwyvar regarda Drist avec curiosité, tandis qu'il s'approchait d'un pas visiblement nerveux. « Qu'avons-nous fait, Gwenhwyvar ?» murmura Drist. La panthère pencha la tête, comme pour signifier son incompréhension. « Qui suis-je pour infliger un tel châtiment ?» continua Drist, se parlant plus à lui-même qu'au fauve. Il se détourna de Gwenhwyvar et du gnoll mort et se dirigea vers un buisson touffu, sur les feuilles duquel il put essuyer le sang de ses lames. « Les gnolls ne m'ont pas attaqué,
alors qu'ils m'avaient à leur merci quand ils m'ont trouvé dans la rivière, et je les remercie en versant leur sang. » À ces mots, Drist se retourna vers Gwenhwyvar comme s'il attendait, espérait même, que la panthère le réprimande, et, d'une façon ou d'une autre, qu'elle le condamne pour justifier la culpabilité qu'il ressentait. Gwenhwyvar n'avait pas bougé d'un pouce et restait imperturbable. Les yeux ronds de la panthère, resplendissant dans la nuit, d'un jaune tirant sur le vert, ne l'accablaient en rien, ne l'incriminaient en aucune façon pour ses actes. Drist se mit à protester, désireux de se complaire dans sa culpabilité, mais l'approbation sereine de Gwenhwyvar ne pouvait être ébranlée. Quand ils avaient vécu seuls dans les contrées sauvages de l'outre-terre, quand Drist s'était abandonné à ses instincts sauvages qui rendaient les tueries délectables, Gwenhwyvar lui avait parfois désobéi, retournant même à une occasion dans le plan astral sans qu'il l'y ait lui-même renvoyé. Mais à présent, la panthère n'avait l'air ni de vouloir partir, ni d'être déçue. Gwenhwyvar se releva, secouant la poussière et les brindilles de son pelage noir et lustré, et elle s'avança vers Drist pour frotter son museau contre lui. Petit à petit, Drist se détendit. Il essuya de nouveau ses cimeterres, cette fois dans l'herbe épaisse, et les glissa dans leur fourreau avant de poser une main reconnaissante sur la tête imposante de Gwenhwyvar. « D'après leur dire, ils étaient malfaisants, » murmura le drô pour se rassurer. « Ce sont leurs mauvaises intentions qui ont provoqué mes actes. » Ses propres paroles manquaient de conviction, mais à ce moment précis, Drist avait besoin de les croire. Il prit une profonde inspiration pour se calmer et se réfugia en lui-même pour trouver la force qui lui était nécessaire. Prenant conscience que Gwenhwyvar était à ses côtés depuis un bon moment et qu'il était temps pour elle de retourner dans son plan astral pour se reposer, il mit la main dans sa petite poche latérale. Avant même que Drist ait pu sortir la figurine en onyx de sa poche, la patte de la panthère se posa sur sa main, le forçant à lâcher prise. Drist regarda Gwenhwyvar avec curiosité, et le fauve se pressa lourdement contre lui, manquant de le renverser. « Mon ami fidèle, » dit Drist, prenant conscience que la panthère, même exténuée, désirait rester à ses côtés. Il sortit la main de sa poche et s'accroupit sur un genou, serrant Gwenhwyvar contre lui de toutes ses forces. Puis les deux compagnons, côte à côte, quittèrent le taillis. Drist ne dormit pas du tout cette nuit-là, occupé à regarder les étoiles et à réfléchir. Gwenhwyvar, qui percevait son anxiété, resta à ses côtés du lever au coucher de la lune, et quand Drist se leva pour saluer l'aube suivante, Gwenhwyvar se traîna à ses côtés, courbaturée et lasse. Ils trouvèrent une crête rocailleuse dans les contreforts de la montagne, où ils s'installèrent pour profiter du spectacle à venir. En contrebas, les dernières lumières du village de fermiers s'évanouissaient. Le ciel de l'est vira au rose, puis au pourpre, mais Drist n'arrivait pas à se concentrer. Toute son attention était retenue par les petites fermes lointaines. Son esprit tentait de déterminer les usages de cette communauté inconnue pour y trouver une justification des événements survenus la veille. Les humains étaient des fermiers, ce que Drist savait déjà, ainsi que des travailleurs assidus, car plusieurs d'entre eux étaient déjà dehors pour s'occuper de leurs champs. Bien que ces faits lui paraissent prometteurs, Drist ne pouvait pas en tirer des conjectures sans fondement sur le comportement des êtres humains en général. Il prit alors une décision, tandis que la lumière se répandait partout, illuminant les structures de bois de la ville et les larges champs de céréales. « Je dois en apprendre plus, Gwenhwyvar, » dit-il doucement. « Si nous comptons rester dans ce monde, nous devons commencer à comprendre les usages de nos voisins. » Drist hocha la tête en pensant à ce qu'il venait de dire. La preuve avait déjà été faite, et de façon douloureuse, qu'il lui était impossible de rester un observateur neutre de ce qui se passait dans le monde de la surface. Les actes de Drist étaient souvent dictés par sa conscience, une force qu'il n'avait pas le pouvoir de contester. Pourtant,
Étant donné sa connaissance extrêmement limitée des races qui se partageaient cette région, sa conscience pouvait également l'induire aisément en erreur. Elle pouvait semer la désolation sur des innocents, trahissant ainsi les valeurs mêmes que Drist tenait à défendre. Drist plissa les yeux face à la lumière du matin, observant le village distant à la recherche d'un indice, d'une réponse. « Je vais aller là-bas, » dit-il à la panthère. « Je vais y aller, observer et apprendre. » Pendant tout ce temps, Gwenhwyvar était restée assise en silence. Drist n'aurait su dire si la panthère l'approuvait ou si elle le désapprouvait, ni même si elle le comprenait. Cette fois-ci, cependant, Gwenhwyvar n'émit aucun signe de protestation quand Drist attrapa la figurine en onyx. Quelques instants plus tard, la puissante panthère s'éloignait à toute allure dans le tunnel planaire qui la ramenait à sa demeure astrale, et Drist s'avançait sur le sentier qui menait au village humain et à ses réponses. Il ne s'arrêta qu'une seule fois, devant le cadavre solitaire du dernier gnoll, pour prendre la cape de la créature. Drist grimaça devant la perspective de commettre un tel larcin. Mais le froid de la nuit lui avait rappelé que la perte de son piwafwi pouvait devenir un problème sérieux. À cet instant, les connaissances de Drist au sujet des humains et de leur société étaient extrêmement limitées. Tapis dans les profondes entrailles de l'outre-terre, les elfes noirs communiquaient rarement avec les habitants du monde de la surface et s'intéressaient peu à eux. La seule fois où Drist avait entendu mentionner les humains à Menzoberranzan, c'était durant son séjour à l'académie, pendant les 6 mois qu'il avait passés à Sorcerer, l'école des sorciers. Les maîtres draux avaient mis en garde leurs étudiants contre l'usage de la magie à la manière des humains, ce qui impliquait une dangereuse imprudence typique des êtres dont la vie était si éphémère. Les sorciers humains, avaient dit les maîtres, n'ont pas moins d'ambition que les sorciers draux, mais quand un draux peut consacrer 5 siècles à la réalisation de ses objectifs, un humain ne dispose en revanche que de quelques courtes décades. Les implications de cet état de choses résonnaient encore dans la tête de Drist, avec un éclat particulier depuis quelques mois, parce qu'il avait observé le village des humains presque quotidiennement. Si tous les humains, et pas seulement les sorciers, étaient aussi ambitieux que la plupart des draux, des fanatiques qui pouvaient consacrer les plus beaux siècles du millénaire qu'ils pouvaient espérer vivre à la poursuite de leur objectif, seraient-ils consumés par une fièvre à la frontière de la folie? Ou peut-être, comme l'espérait Drist, les histoires qu'il avait entendues à l'académie n'étaient-elles rien de plus que les habituels mensonges qui enfermaient sa communauté dans un maillage d'intrigues et de paranoïa? Peut-être les humains se fixaient-ils des buts plus accessibles et trouvaient-ils alors joie et satisfaction dans les petits plaisirs de chacun des jours de leur courte existence? Drist n'avait rencontré qu'un seul être humain au cours de ses voyages en outre-terre. Cet homme, un sorcier, s'était comporté de manière irrationnelle et imprévisible, et au bout du compte, il s'était révélé dangereux. Il avait transformé l'ami de Drist, un pêche, une créature humanoïde inoffensive, en un horrible monstre. Quand Drist et ses compagnons étaient arrivés à la tour du sorcier pour mettre un terme à ses agissements, ils avaient été accueillis par une explosion de lumière grondante. Au final, l'humain avait été tué et l'ami de Drist, Cacteur, avait été laissé à son tourment. Drist en avait conçu un sentiment d'amertume, car ce spécimen d'humanité semblait confirmer les avertissements des maîtres draux. Ce fut donc prudemment que Drist se dirigea vers le hameau humain, ses pas alourdis par la peur croissante d'avoir commis une erreur en tuant les gnolls. Drist décida d'observer la ferme isolée à l'ouest de la ville, celle que les gnolls avaient choisie pour leur raid. C'était une maison longue et basse, en rondin, avec une seule porte et plusieurs fenêtres fermées. Un porche couvert, ouvert sur les côtés, courait sur l'avant de la maison. À côté se trouvait une grange, haute de 2 étages, avec des portes larges et suffisamment hautes pour permettre le passage de chariots de grande taille. Des clôtures en matériaux divers et de tailles variées étaient dressées dans la cour de la ferme. Beaucoup renfermaient des poulets ou des cochons,
L'une d'entre elles retenait une chèvre et d'autres encerclaient des rangées régulières de plants feuillus qui n'évoquaient rien à Drist. La cour était bordée par des champs sur 3 de ses côtés, mais l'arrière de la maison était proche des buissons épais et des gros rochers du versant de la montagne. Drist se dissimula sous les branches basses d'un pin, derrière le coin de la maison, ce qui lui permettait de voir presque toute la cour. Les 3 hommes adultes de la maison, 3 générations, estima Drist, travaillaient dans les champs trop loin des arbres pour que Drist puisse les observer en détail. Mais plus près de la maison se trouvaient 4 enfants, une jeune fille sur la fin de l'adolescence et 3 jeunes garçons qui accomplissaient leurs tâches, s'occupant des poules et des cochons et arrachant les mauvaises herbes d'un jardin potager. Ils travaillèrent chacun dans leur coin pendant la plus grande partie de la matinée, et Drist n'apprit pas grand-chose de leur relation. Quand une femme robuste, avec les mêmes cheveux blonds comme les blés que les 5 enfants, sortit sous le porche et fit sonner une cloche géante, ce fut comme si toute l'énergie qui avait été contenue pendant la matinée explosait, soudain hors de contrôle. Poussant des cris et des hurlements, les 3 jeunes garçons se ruèrent à toutes jambes vers la maison, ne s'arrêtant que le temps de lancer des légumes pourris sur leur grande sœur. Au début, Drist crut que le bombardement était le prélude à un conflit plus sérieux. Mais quand la jeune femme riposta de la même façon, les 4 protagonistes se mirent à rire aux éclats, et il comprit qu'il ne s'agissait que d'un jeu. Quelques instants plus tard, le plus jeune des fermiers qui travaillaient au champ, probablement le frère aîné, arriva en courant dans la cour, poussant des cris et agitant une houe en fer. La jeune femme encouragea ce nouvel allié à grands cris, et les 3 petits démons s'enfuirent vers le porche. Mais le jeune homme fut plus rapide, attrapant celui qui était à la traîne d'un seul bras puissant et le déposant prestement dans l'auge du cochon. Durant tout ce temps, la femme qui sonnait la cloche secouait la tête avec impuissance et émettait un flot ininterrompu de récriminations exaspérées. Une femme plus âgée, aux cheveux gris et maigre comme un clou, sortit pour se tenir à ses côtés, agitant une cuillère en bois de manière menaçante. Apparemment satisfait, le jeune homme passa un bras autour des épaules de la jeune femme et ils suivirent les 2 autres petits garçons dans la maison. Le petit dernier s'extirpa de l'eau croupie et voulut les y suivre, mais la cuillère en bois le maintint à distance. Drist ne pouvait comprendre un traître mot de ce qu'il se disait, mais il comprit que la femme ne laisserait pas entrer le petit dans la maison tant qu'il ne serait pas sec. Le turbulent petit dernier marmonna quelque chose dans le dos de la porteuse de cuillère alors qu'elle retournait dans la maison. Mais le moment était mal choisi. Les 2 derniers fermiers, l'un portant une épaisse barbe grise et l'autre rasé de près, étaient eux aussi revenus du champ, et ils s'étaient discrètement glissés derrière l'enfant qui grommelait. Le petit garçon fut de nouveau projeté dans les airs et atterrit pour la 2e fois dans l'auge avec un splatch. Se congratulant avec chaleur, les hommes entrèrent dans la maison et furent félicités par ses occupants. Le petit garçon trempé se contenta de grogner de nouveau et d'asperger d'eau croupie le museau d'une vache qui s'était approchée pour l'examiner. Drist observa tout cela avec un émerveillement grandissant. Il n'avait rien vu de concluant, mais les façons ludiques de la famille et l'acceptation résignée du perdant du jeu lui firent chaud au cœur. Drist sentait qu'un esprit commun animait ce clan, que tous les membres travaillaient dans une même intention. Si cette ferme isolée se révélait un échantillon du reste du village, alors cet endroit ressemblait sûrement à Blingdenpierre, la cité communautaire des gnomes des profondeurs, beaucoup plus qu'à Menzoberranzan. L'après-midi ressembla beaucoup au matin, mêlant manifestement corvée et jeux dans les 4 coins de la ferme. La famille réintégra la maison de bonne heure, éteignant les lampes peu après le coucher du soleil, et Drist s'enfonça dans les fourrés du flanc de la montagne pour méditer ses observations. Il n'était toujours sûr de rien, mais il dormit plus sereinement cette nuit-là, sans être troublé par ses doutes persistants à propos des gnolls morts. Pendant 3 jours, le drô se tapit dans l'ombre derrière la ferme, regardant la famille travailler ou se divertir.
L'intimité du groupe était chaque jour plus manifeste, et quand une véritable bagarre devait se déclencher entre les enfants, l'adulte le plus proche intervenait et ramenait les combattants à la raison. Inévitablement, les adversaires recommençaient à jouer ensemble après un court intervalle. Tous les doutes de Drist s'étaient évanouis. « Prenez garde à mes lames, être sans scrupules », murmura-t-il une nuit aux montagnes silencieuses. Le jeune drô renégat avait décidé que, si un quelconque gnoll ou gobelin, ou toute autre créature, quelle que soit sa race, essayait de faire un raid sur cette famille de fermiers, il devrait d'abord affronter les cimetières tournoyants de Drist do-Urden. Drist avait conscience des risques qu'il prenait en observant la famille de la ferme. Si ses habitants le remarquaient, possibilité bien réelle, il paniquerait sûrement. Mais à cet instant précis de sa vie, Drist était prêt à tenter sa chance. Une partie de lui espérait peut-être même qu'il soit découvert. Tôt dans la matinée du 4e jour, avant que le soleil soit apparu dans le ciel oriental, Drist commença sa patrouille journalière, faisant le tour des collines et des terres boisées qui entouraient la ferme isolée. Le temps que le drô revienne à son perchoir, la journée de travail battait déjà son plein. Drist s'installa confortablement sur un lit de mousse abrité par l'obscurité pour les regarder évoluer dans la clarté d'un jour sans nuages. Moins d'une heure plus tard, une silhouette solitaire en provenance de la ferme avançait à pas de loup dans sa direction. Il s'agissait du plus jeune des enfants, le petit garçon aux cheveux blonds roux qui semblait passer presque autant de temps dans l'auge du cochon qu'en dehors, généralement pas de son plein gré. Drist se cacha derrière le tronc d'un arbre voisin, incertain des intentions du petit garçon. Le drô comprit vite que celui-ci ne l'avait pas vu, car l'enfant se glissa dans le fourré, lançant un grognement méprisant par-dessus son épaule en direction de la ferme, avant de se diriger vers les terres boisées de la colline en sifflotant tout du long. Drist comprit que l'enfant cherchait à échapper à ses corvées, et il avait presque envie d'applaudir l'insouciance du petit garçon. Cependant, Drist n'était pas convaincu qu'il soit sage pour l'enfant de s'aventurer loin de la maison sur des terres aussi dangereuses. Le petit garçon ne devait pas avoir plus de 10 ans. Il semblait mince et délicat. Ses yeux bleus et innocents contemplaient le monde qui l'entourait sous ses boucles ambrées. Drist attendit quelques instants pour laisser de l'avance au petit garçon et pour voir si quelqu'un se trouvait derrière lui, puis il le suivit, guidé par les sifflotements de l'enfant. Le petit garçon s'éloignait autant que possible de la maison, haut dans la montagne, et Drist le suivit à une centaine de pas de distance, déterminé à le protéger du moindre danger. Dans les noirs tunnels de l'outre-terre, Drist aurait pu s'approcher du petit garçon à pas de loup, ou d'un gobelin, ou de pratiquement n'importe quoi d'autre, et lui tapoter le dos avant même qu'il s'aperçoive de sa présence. Mais après seulement une demi-heure de filature, les mouvements et les changements de vitesse imprévisibles de l'enfant sur le sentier et l'interruption du sifflotement apprirent à Drist que le petit s'était rendu compte qu'il était suivi. Se demandant si le petit garçon n'avait pas repéré un tiers, Drist invoqua Gwenhwyvar grâce à sa figurine d'onyx et envoya la panthère en reconnaissance sur son flanc. Puis il reprit sa marche à pas prudents. Un instant plus tard, quand l'enfant poussa un cri de détresse, le drô dégaina ses cimetères et oublia toute prudence. Il ne pouvait pas comprendre ce que disait l'enfant, mais le désespoir résonnait clairement dans sa voix. « Gwenhwyvar !» appela le drô, essayant de rappeler à lui la panthère qui s'était éloignée. Mais il ne pouvait pas s'arrêter et l'attendre, alors il se rua en avant. Le sentier devint rapidement abrupt, surgissant brusquement de la lisière des arbres pour s'achever au bord d'une gorge d'au moins 6 mètres de large. Un tronc unique enjambait la faille, tronc auquel était suspendu le petit garçon, à proximité du bord opposé. Les yeux de l'enfant s'agrandirent considérablement à la vue de l'elfe à la peau d'ébène, ses cimetères à la main. Il bredouilla quelques mots que Drist ne put comprendre. Une vague de culpabilité l'envahit à la vue de l'enfant en péril. Le petit garçon ne s'était aventuré dans cette situation périlleuse que parce qu'il essayait d'échapper à la poursuite du drô.
La gorge n'était pas tellement plus haute que large, mais le sol en contrebas était parsemé de rochers pointus et de ronces. Au début, Drist hésita, pris au dépourvu par cette rencontre impromptue et les inévitables complications qu'elle allait engendrer. Puis il mit rapidement ses propres problèmes de côté. Il rengaina ses cimeterres et croisa les bras devant sa poitrine, geste qui exprimait la paix chez les drôs, avant de poser un pied sur le tronc. Mais le petit garçon n'entendait pas le laisser faire. Dès qu'il se fut remis du choc de la vue de cet elfe étrange, il se propulsa sur le bord opposé de la gorge rocailleuse et poussa le tronc dans le vide. Drist recula prestement, sautant du tronc avant que celui-ci soit précipité dans la crevasse à grand fracas. Le drôt comprit que l'enfant n'avait jamais été en réel danger, mais qu'il avait feint d'être en détresse pour démasquer son poursuivant. L'enfant avait probablement fait semblant d'être en danger également pour éviter le châtiment encouru au cas où celui qui le poursuivait aurait été un membre de sa famille. C'était au tour de Drist de se retrouver dans une situation fâcheuse. Il avait été découvert. Il essaya de trouver une façon de communiquer avec le petit garçon, d'expliquer sa présence et de calmer sa panique. Mais l'enfant n'attendit pas ces explications. Les yeux écarquillés et emplis de terreur, il escalada le talus, par un chemin qu'il connaissait visiblement très bien, et disparut dans un massif d'arbustes. Drist regarda autour de lui sans savoir que faire. « Attends !» cria-t-il dans la langue des drôs, tout en sachant que le petit garçon ne pouvait le comprendre et qu'il ne se serait pas arrêté même s'il l'avait compris. Une forme féline noire frôla le drôt et bondit dans les airs, franchissant aisément la crevasse. Gwenhwyvar atterrit souplement de l'autre côté et disparut dans le massif. « Gwenhwyvar !» cria Drist, tentant de retenir la panthère. Il n'avait aucune idée de la réaction qu'aurait Gwenhwyvar face à l'enfant. À la connaissance du drôt, la panthère n'avait rencontré qu'un seul homme auparavant, le sorcier que les compagnons de Drist avaient tué par la suite. L'elfe regarda autour de lui, à la recherche d'un moyen de les suivre. Il pouvait toujours descendre la paroi de la gorge en l'escaladant pour la traverser et en escalader l'autre versant, mais cela prendrait trop de temps. Drist recula de quelques pas, puis il prit son élan et bondit, faisant appel à ses pouvoirs innés de lévitation. Il se sentit véritablement soulagé quand il sentit son corps se libérer de la gravité. Il n'avait pas utilisé son sort de lévitation depuis qu'il était monté à la surface. Ce sort n'était d'aucun secours pour un drôt qui se cachait au grand air. Petit à petit, l'élan initial de Drist l'amena presque au bord de la gorge. Il commença à se concentrer pour planer vers le sol. Mais le sort s'interrompit brutalement et Drist tomba d'un coup. Sans tenir compte des ecchymoses de son genou, sans se demander pourquoi son sort n'avait pas fonctionné, il se mit à courir, criant désespérément à Gwenhwyvar de cesser la poursuite. Drist fut soulagé quand il retrouva le fauve. Gwenhwyvar était tranquillement assise dans une clairière, une patte clouant nonchalamment le petit garçon au sol, visage contre terre. Le petit poussait encore des cris, des appels au secours, estima Drist. Mais il semblait indemne. « Viens, Gwenhwyvar, » dit Drist avec calme et douceur. « Laisse l'enfant tranquille. » Gwenhwyvar bâilla paresseusement et s'exécuta, trottinant à travers la clairière pour rejoindre son maître. L'enfant resta à terre un bon moment. Puis, rassemblant tout son courage, il s'agita d'un coup et sauta sur ses pieds, faisant demi-tour pour faire face à l'elfe noir et à la panthère. Néanmoins, ses yeux semblaient encore plus grands qu'avant, exprimant une terreur presque caricaturale, immense dans son visage maintenant tout crotté. « Qu'est-ce que tu es ?» demanda le petit garçon dans le langage ordinaire des humains. Drist garda ses bras collés au corps pour signifier qu'il ne le comprenait pas. Sur une impulsion, il désigna sa poitrine du doigt et répondit « Drist do-Urden ». Il remarqua que l'enfant reculait lentement, déplaçant furtivement son pied en arrière avant de déplacer l'autre sur le côté. Drist ne fut pas surpris.
Il s'assura même que Gwenhwyvar soit bien sous son contrôle attentif cette fois-ci, quand le petit garçon tourna les talons et s'enfuit en criant « Au secours, c'est un Drizzt !» à chaque enjambée. Drizzt regarda Gwenhwyvar et haussa les épaules. Le fauve sembla lui retourner le geste. Chapitre 3. Les jeunes Barghest. Natak, un gobelin aux longs bras maigres, gravissait lentement la pente escarpée et rocailleuse, chacun de ses pas alourdi par l'effroi. Le gobelin devait signaler sa découverte. La mort de 5 gnolls ne pouvait être ignorée. Mais l'infortunée créature doutait sérieusement que la nouvelle soit bien accueillie, que ce soit par Ulgulu ou par Kempfana. Cela dit, quel choix avait-il ? Il pouvait s'enfuir, partir de l'autre côté de la montagne et disparaître dans les contrées sauvages. Mais cela lui semblait une voie encore plus désespérée, car le gobelin connaissait bien le goût d'Ulgulu pour la vengeance. L'énorme maître à la peau violette pouvait arracher un arbre du sol à main nue, ou des poignées de roches des parois de la grotte, et pouvait tout aussi aisément arracher la gorge d'un gobelin déserteur. Un frisson ponctuait chacun de ses pas, tandis que Natak dépassait les broussailles qui dissimulaient une petite pièce, l'entrée du réseau de grottes de son maître. « Il était temps que t'y rentres, » grogna l'un des 2 gobelins présents dans la pièce. « T'étais parti depuis 2 jours. » Natak se contenta de hocher la tête et inspira profondément. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda l'autre gobelin. « T'y as trouvé les gnolls ?» Natak pâlit, et aucune inspiration, si profonde soit-elle, ne put le soulager du sentiment de panique qui s'empara alors de lui. « Ulgulu ici dedans ?» demanda-t-il d'un ton misérable. Les 2 gardes échangèrent un regard curieux avant de reporter leur attention sur Natak. « Il a trouvé les gnolls » remarqua l'un d'entre eux, et devinant le problème. « Gnoll mortu. Ulgulu sera pas être content » ajouta l'autre. Ils s'écartèrent pour le laisser entrer, l'un d'eux relevant l'épais rideau qui séparait l'entrée de la salle d'audience. Natak hésita et se mit à regarder en arrière, comme s'il reconsidérait la décision qu'il avait prise. Peut-être la fuite était-elle préférable, pensa-t-il. Les gardes empoignèrent leur compagnon filiforme et le poussèrent brutalement dans la salle d'audience, croisant leurs lances derrière lui pour empêcher toute retraite. Natak réussit à recouvrer un certain calme quand il vit que c'était Kempfana, non Ulgulu, qui siégeait dans l'immense fauteuil au milieu de la salle. Au sein des rangs des gobelins, Kempfana avait acquis la réputation d'être le plus calme des 2 frères au pouvoir, bien qu'il ait lui aussi impulsivement dévoré suffisamment de ses hommes de main pour gagner leur profond respect. En pleine discussion avec Fondbière, le gros géant des collines qui était le précédent occupant du réseau de grottes, Kempfana remarqua à peine l'entrée du gobelin. Natak traversa la salle d'une démarche traînante, attirant le regard du géant des collines, tout comme celui de l'énorme créature gobelinoïde à la peau écarlate, presque aussi corpulente que le géant. « Oui, Natak » l'encouragea Kempfana, réduisant au silence le géant des collines d'un simple geste de la main. « Qu'as-tu à nous apprendre ?»« Moi, bégaya Natak. Les grands yeux de Kempfana brillèrent soudain d'une lueur orangée, un signe clair d'une dangereuse excitation. « Moi a trop vu les gnolls » lâcha enfin Natak. « Mortu, assassinu » Fondbière émit un long grondement menaçant, mais Kempfana serra fortement le bras du géant, lui rappelant qui menait la danse. « Mort » demanda calmement le gobelin à la peau écarlate. Natak hocha la tête. Kempfana déplorait la perte d'esclaves aussi fiables, mais les pensées du jeune Barghest à ce moment précis se tournaient plutôt vers la réaction violente que son frère ne manquerait pas d'avoir en apprenant la nouvelle. Réaction qu'il n'eut pas à attendre longtemps. Un grognement qui manqua de fendre la pierre retentit. « Mort »
Les 3 créatures présentes dans la salle se baissèrent instinctivement et se tournèrent sur le côté, juste à temps pour apercevoir l'énorme rocher qui constituait la porte sommaire d'une autre pièce voler en éclats et s'effondrer sur le côté. « Ulgulu !» cria Natak d'une voix perçante. Et le petit gobelin tomba face contre terre, n'osant pas le regarder. L'énorme créature, semblable à un gobelin à peau violette, se rua dans la salle d'audience, ses yeux rouge-orangé bouillonnant de colère. En 3 enjambées, Ulgulu avait rejoint le géant des collines, et Fond de Bière, en comparaison, eut l'air soudain minuscule et vulnérable. « Mort !» gronda encore Ulgulu dans sa rage. Étant donné que le nombre de gobelins de la tribu diminuait, ceux-ci étant tués soit par les humains du village, soit par d'autres monstres, voire dévorés par Ulgulu durant ses habituelles crises de colère, la petite bande de gnolls était devenue la principale force de chasse du repère. Kemfana leva un regard mauvais vers son frère. Ils étaient parvenus ensemble jusqu'au plan matériel, 2 jeunes Barghest, pour se nourrir et grandir. Ulgulu avait rapidement pris le dessus, dévorant les victimes les plus puissantes, gagnant par là en taille et en force. À la simple vue de la couleur de sa peau, de sa taille et de sa puissance, il était évident que le jeune Barghest serait bientôt capable de rejoindre les rifts méphitiques de la vallée de Géhenne. Kemfana espérait que ce jour était proche. Quand Ulgulu serait parti, il accéderait au pouvoir. Il mangerait et gagnerait en force. Alors lui aussi pourrait échapper à cette interminable période de sevrage sur ce plan maudit. Il pourrait repartir pour se mesurer aux autres Barghest dans son plan d'existence légitime. « Mort !» grogna encore Ulgulu. « Lève-toi, misérable gobelin, et dis-moi comment. Qu'est-ce qui a fait ça à mes gnolls ?» Natak resta à terre encore 1 minute, puis réussit à se mettre à genoux. « Moi, pas savoir !» gémit le gobelin. « Gnoll mortu, tailladu et déchiquetu !» Ulgulu se balança sur les talons de ses grands pieds flasques. Les gnolls étaient partis faire une descente sur une ferme, avec l'ordre de revenir avec le fermier et son fils aîné. Ces 2 repas humains auraient considérablement renforcé la puissance du grand Barghest, lui auraient peut-être même permis d'atteindre le niveau de maturation requis pour retourner à Géhenne. Maintenant, à la lumière du rapport de Natak, Ulgulu était contraint d'envoyer Fond de Bière, ou peut-être même de s'y rendre en personne. Et la vue d'un géant ou de la monstruosité à peau violette qu'il était pouvait pousser le hameau humain à une dangereuse action organisée. « Téphanis !» rugit brusquement Ulgulu. Sur le mur opposé à l'endroit où le jeune Barghest avait fait son entrée fracassante, un petit caillou se détacha. Il ne tomba que de quelques mètres, mais le temps qu'il touche le sol, un esprit follet menu s'était extrait du petit réduit qu'il utilisait comme chambre, avait traversé les 6 mètres de la salle d'audience et escaladé le flanc d'Ulgulu pour s'asseoir confortablement sur l'immense épaule du jeune Barghest. « Vous m'avez appelé ? Oui, vous l'avez fait, mon maître !» bourdonna Téphanis trop rapidement. Les autres n'avaient même pas pris conscience que l'esprit follet de 6 centimètres de haut était entré dans la pièce. Kemfana se retourna en secouant la tête, stupéfait. Ulgulu se mit à rire à gorge déployée. Il aimait profondément être le témoin du spectacle qu'offrait Téphanis, son serviteur le plus précieux. Téphanis était un esprit follet, une créature minuscule qui se déplaçait dans une dimension transcendant le cours normal du temps. Possédant une énergie sans limite et une agilité qui rendrait jaloux le plus efficace des voleurs alphelins, les esprits follets pouvaient accomplir de nombreuses tâches qui n'étaient à la portée d'aucune autre race. Ulgulu s'était lié d'amitié avec Téphanis dès le début de son séjour forcé sur le plan matériel. De tous les habitants de la tanière, Téphanis était le seul auquel le jeune Barghest n'imposait pas sa loi. Et ce lien avait donné au jeune Barghest un net avantage sur son frère.
Avec Téphanis qui repérait les victimes potentielles, Ulgulu savait exactement lesquelles dévorer et lesquelles laisser à Kemphana. Et il savait tout aussi exactement comment vaincre ces aventuriers bien plus puissants que lui. « Cher Téphanis, » dit Ulgulu d'une voix grinçante. « Natak, le pauvre Natak. » Le gobelin ne manqua pas de remarquer les implications néfastes de cette allusion. « M'a informé que mes gnolls ont connu un sort funeste. »« Et vous voulez que j'aille voir ce qui leur est arrivé, mon maître ?» répondit Téphanis. Ulgulu mit un moment à comprendre la suite presque inintelligible de mots, puis hocha la tête avec impatience. « Tout de suite, mon maître, je reviendrai vite. » Ulgulu sentit un léger frisson sur son épaule, mais le temps que lui-même, ou l'un des autres occupants de la pièce, ait compris ce que Téphanis avait dit, l'épais rideau séparant la salle de l'entrée revenait déjà dans sa position initiale. Un des gardes, de l'autre côté, jeta un œil dans la salle d'audience pour voir si Kemphana ou Ulgulu les avait appelés. Puis il retourna à son poste, pensant que le mouvement du rideau n'était rien d'autre qu'un tour joué par le vent. Ulgulu rit encore. Kemphana lui jeta un regard dégoûté. Lui-même détestait l'esprit follet et l'aurait déjà tué depuis longtemps. Mais il ne pouvait ignorer les bénéfices substantiels qu'il pensait pouvoir en tirer si Téphanis travaillait pour lui une fois qu'Ulgulu serait reparti à Géhenne. Natak glissa un de ses pieds derrière l'autre, dans une tentative de retraite silencieuse. Ulgulu stoppa le gobelin d'un seul regard. « Ton rapport m'a été utile », commença le jeune Barghest. Natak se détendit, mais seulement durant la seconde qu'il fallut à l'énorme main d'Ulgulu pour jaillir, attraper le gobelin par la gorge et le soulever du sol. « Mais il m'aurait été plus utile si tu avais pris le temps de découvrir ce qui est arrivé à mes gnolls. » Natak se sentit défaillir et faillit s'évanouir. Quand son corps fut à moitié englouti par l'avide Ulgulu, il regretta de ne pas l'avoir fait. « Masse le postérieur, calme la douleur. La baguette le fouette et elle réapparaît. Masse le postérieur, calme la douleur. La baguette le fouette et elle réapparaît. » répétait inlassablement Liam Poil de Chardon. Cette litanie avait pour but de le détourner de la sensation brûlante sous son pantalon. C'était une litanie que l'espiègle Liam ne connaissait que trop bien. Mais cette fois-ci était différente. Certes, le petit garçon devait bien admettre en lui-même, au bout d'un moment, qu'il avait bel et bien laissé s'écorver en plan. « Mais le Drizzt, c'était pour de vrai !» grogna Liam d'un ton de défi. Comme en réponse à cette affirmation, la porte de la remise s'entr'ouvrit, et Shono, le quatrième de la famille, et Eleni, leur unique sœur, se glissèrent à l'intérieur. « Tu t'es pas raté cette fois-ci !» le sermonna Eleni de son ton de grande sœur le plus accompli. « C'est déjà du joli de t'éclipser alors que tu as du travail à faire, mais revenir à la maison en racontant des fariboles pareilles, le Drizzt, c'était pour de vrai !» Liam n'appréciait pas le prétendu maternage d'Eleni. C'était déjà assez pénible d'être sermonné par ses parents, il n'avait pas besoin que sa sœur en rajoute. « Il était aussi noir que l'enclume de Connor, et il avait un lion tout aussi noir. »« Silence, vous deux !» les avertit Shono. « Si papa découvre que nous sommes ici et que nous parlons de ça, il nous fouettera tous. »« Mais oui, le Drizzt, » souffla Eleni, sceptique. « C'est pour de vrai !» Liam avait parlé trop fort, s'attirant une gifle de la part de Shono. Les trois enfants, blêmes, se tournèrent vers la porte de la remise qui venait de s'ouvrir brusquement. C'était Flani, le troisième de la famille, un peu plus âgé que Shono, mais de 3 ans plus jeune que sa sœur. « Rentre vite !» murmura sévèrement Eleni en l'attrapant par le col. Elle le tira vers eux dans la remise. Shono, toujours le plus inquiet du groupe. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.